Monsieur Mathieu Milad, en charge du War Museum de Bastogne. Je vais vous demander de nous le présenter parce qu'en fait, il est tout nouveau, on peut dire, je pense. Oui, effectivement. Donc, c'est un centre de mémoire qui a ouvert ses portes le 22 mars 2014. Donc, ça fait à peu près 6 mois. Et donc, c'est un tout nouveau site, effectivement. Ça prend place sur un musée plus ancien qui était le Bastogne Historical Center, donc, qui a été construit dans le courant des années 70. Et voilà, ce Bastogne Historical Center méritait une sérieuse remise à neuf. Et donc, c'est chose faite depuis plus de 6 mois, puisque l'ancienne scénographie a totalement été modifiée. Et en plus de ça, le parcours de visite a été augmenté. Donc, c'est-à-dire qu'on a une extension qui nous permet de découvrir davantage. Et donc voilà, on a un parcours tout à fait moderne et qui cale plus, je vais dire, avec l'époque actuelle. Parmi les spécificités ici du parcours d'exposition, c'est tout d'abord l'histoire de 4 personnages qui suivent les visiteurs, qui accompagnent les visiteurs pendant toute la durée de la visite. C'est-à-dire que ces 4 personnages, ils se trouvent ici derrière moi. Donc il y a à la fois Émile, qui est le jeune garçon de Bastogne, Mathilde, la jeune institutrice de la région de Bastogne, qui fait partie de la résistance, Hans Wegmuller, qui est donc le soldat de la 26e grenadier, et Robert, le caporal américain de la 101e Airborne. Alors chacun vont expliquer aux visiteurs ce qu'ils faisaient à l'époque, d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'ils ont vécu les faits. En même temps, ils font référence au contexte international. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le Quidam permet de se rendre compte comment les gens vivaient à l'époque, comment certaines personnes vivaient à l'époque. Donc ça, c'est une des grandes spécificités. Une autre spécificité, naturellement, ce sont les 3 scénovisions, donc les 3 spectacles qui ponctuent le parcours. Donc ce sont des mises en scène comme à l'époque, accompagnées d'effets cinématographiques, de son, lumière, etc. Dans lesquels on suit donc, durant le premier événement, les opérations militaires depuis 1939 jusqu'au débarquement de Normandie, en passant par les grands événements politiques également. Dans la deuxième, là on se retrouve en pleine bataille de Bastogne, dans les bois, aux côtés de Robert et de Hans, qui donc tentent de chacun prendre la position de l'un et de l'autre, conquérir leur territoire et de chasser l'ennemi. Et la troisième scénovision, là on se retrouve avec les civils en plein cœur de la bataille, dans un bistrot de la grande rue de Bastogne. Bombardement, les lumières s'éteignent et quand la lumière réapparaît, on est dans les caves avec les civils, où là on suit également l'histoire de nos 4 personnages qui s'y rencontrent dans cette cave. Donc voilà, ça c'est un autre aspect particulier. En plus de ça, il y a d'autres choses, comme par exemple les nombreux témoignages oraux qu'on peut écouter, les vidéos à la fois d'anciens combattants, mais aussi de témoins qui sont interrogés par les plus jeunes générations. On a un parcours didactique qui a été prévu pour les plus jeunes, voilà, il y a vraiment différents outils qui ont été mis en place pour, pouvoir répondre aux attentes d'un public le plus large possible, que ce soit à la fois un public de connaisseurs comme des personnes qui ne sont pas des plus adeptes de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi que ces personnes-là ressortent en ayant une vision de ce qu'était la Seconde Guerre mondiale et puis se rendre compte de l'horreur que ces années de guerre ont pu être, et la bataille des Ardennes en particulier ici. Les documents, c'est impressionnant, tout ce stock de photos, d'images, de témoignages. Comment ça s'est travaillé à l'avance? Comment on prépare? Parce qu'encore une fois, il y a une petite mise en scène, on va dire, grâce aux 4 personnages qu'on va suivre. On est vraiment guidé dans ce qui s'est passé avant, mais surtout la bataille des Ardennes et ce qui s'est passé à Bastogne. C'est ça, donc on a la deuxième partie du musée qui, elle, naturellement, est beaucoup plus centrée sur l'histoire de la bataille des Ardennes et du siège de Bastogne. Mais à côté de ça, donc, cette histoire de la bataille des Ardennes a été remise dans son contexte de façon large, dans le sens où pourquoi la bataille des Ardennes et la bataille de Bastogne? Eh bien parce que ça se situe dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Qu'était la Seconde Guerre mondiale? Là, on débute depuis la fin du premier conflit mondial, donc depuis vraiment les racines, pour terminer
à la création de l'ONU et aux grands événements de la guerre froide. Donc voilà, on balaye une période chronologique assez large en mettant naturellement principalement notre zoom sur les événements qui sont passés ici à Bastogne et en Ardennes de façon plus générale. Voilà, Mathieu, on est descendu. C'est moi qui ai fait la demande, parce qu'il faut vraiment prendre le temps de découvrir le musée, ne serait-ce que déjà de connaître l'histoire de la Belgique, qui se déroulait aussi, parce que c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a eu des populations qui ont été déplacées, il y a eu aussi de la collaboration, il y a eu des résistants. Et là, je tenais particulièrement à parler de Bastogne, parce que vous y consacrez une large partie de votre musée, tout simplement. Oui, c'est ça, effectivement. Donc voilà, la majeure partie c'est consacrée à la bataille des Ardennes et particulièrement au siège de Bastogne. Et donc, oui, que dire de ce fameux siège, si ce n'est que voilà, Bastogne était un carrefour routier assez important et donc naturellement convoité par les deux camps pour des raisons stratégiques. La spécificité de la bataille de Bastogne est que ce carrefour routier en fait a été directement défendu par les unités américaines qui s'y trouvaient. Ils ont envoyé 3 teams, 3 équipes aux routes bien spécifiques par où les Allemands arrivaient, de façon à les ralentir, laissant le temps à une division aéroportée américaine, la 101e Airborne, les fameux Screaming Eagles, de venir s'implanter à Bastogne et d'établir un périmètre défensif. Et donc voilà, une fois que le périmètre défensif a été établi, les Allemands, face à la résistance, ont contourné les barrages et ont encerclé la ville. Ils ont poursuivi leur offensive pour aller s'arrêter tout près de Dinant, à Foix-Notre-Dame, à Celles, donc des villages aux alentours de Dinant. Donc vers le 25 décembre, on peut dire que la percée, donc l'offensive allemande qui avait pour but, je le rappelle, de s'emparer du port d'Anvers et de cette manière d'asphyxier d'une certaine façon l'approvisionnement des Alliés et de couper les forces alliées qui se trouvaient en Hollande des forces américaines qui se trouvaient plus au sud. Cette fameuse offensive, à partir de la Noël, voilà, est totalement arrêtée. Maintenant, ce n'est pas pour ça que les combats s'arrêtent définitivement, puisque le Bastogne est toujours encerclé. Les Allemands veulent toujours prendre Bastogne. On voit qu'à partir d'un moment, vers la fin du mois de décembre, ils commencent vraiment à tourner leur objectif vers Bastogne, qui est vraiment devenu symbolique parce qu'elle tient toujours. Et donc, ces Américains tiennent le siège. Ils sont ravitaillés par air dès le 23 décembre, lorsque la météo le permet. Donc il y a des parachutages dans la zone, partie naturellement des parachutages donc chez l'ennemi aussi, puisque c'est dans un périmètre assez restreint. Et le 26 décembre, je vais dire, l'encerclement est rompu, puisque les forces du général Patton qui arrivent du sud depuis Luxembourg ont petit à petit repoussé les Allemands dans les villages qui se trouvent au sud de Bastogne et créé un corridor pour rompre l'encerclement. Bon, là, on voit directement, une fois que l'encerclement est rompu, l'approvisionnement en munitions, en armes, l'évacuation des blessés qui s'effectue. Et la bataille de Bastogne entre dans sa deuxième phase, celle dont on parle peut-être un petit peu moins, mais qui est tout aussi meurtrière, voire plus meurtrière que la première, qui est notamment la phase de dégagement de la ville. Alors là, les Allemands, comme je le disais, mettent encore plus de moyens dans la bataille, les Américains aussi. Et donc, il faut encore facilement une dizaine de jours pour dégager entièrement tout le périmètre de Bastogne et repousser les Allemands davantage. C'est seulement vers la fin du mois de janvier qu'on pourra dire que la bataille des Ardennes se termine, lorsque les Allemands ont été repoussés jusqu'à la frontière allemande et le lieu de départ, donc leur lieu de départ qui était le 16 décembre 1944. Donc, voilà. Ce qu'il y a d'impressionnant, c'est qu'on voit dans votre musée, encore une fois, il y a des panneaux, c'est quasiment au jour le jour ce qui se déroule dans les combats de Bastogne. C'était important de mettre vraiment en valeur ces événements? Oui, naturellement, on se retrouve à Bastogne, donc c'est une des batailles, je veux dire, qui est de certaine façon mondialement connue. Et donc voilà, c'est certain que c'est l'endroit pour le mettre en avant. C'est un verrou qui va permettre ensuite aux troupes alliées de partir sur l'Allemagne aussi, non? Oui, c'est ça. Une fois donc que la bataille des Ardennes se termine, on peut dire que les Allemands ont envoyé les dernières troupes ont vraiment en fait envoyé un certain potentiel dans cette bataille. Et bon, suite à leur défaite, ils auront perdu naturellement beaucoup de ressources pour faire face aux semaines suivantes à la défense du territoire national.
Et donc, si la bataille des Ardennes, clairement, n'avait pas eu lieu, les choses se seraient déroulées autrement, puisque, bon, voilà, toute une partie des unités d'élite allemandes n'aurait pas pu être, aurait pu être dégagée sur le front allemand. Je veux dire. Ce qui est impressionnant, encore une fois, dans le musée, c'est les véhicules, parce qu'on ne le voit pas pour l'instant, mais on va le découvrir à l'image. Comment vous avez retrouvé tous ces véhicules? Est-ce qu'il y en a qui ont été reconstitués, tout simplement, ou voilà. Donc en fait, parmi les véhicules, je veux dire, là ça appartenait déjà à l'ancien musée, etc. Maintenant, il faut savoir que ces véhicules ont été totalement remis à neuf par un centre de restauration qui se trouve ici à Bastogne même, à l'endroit où le général Macauliffe avait donc son quartier général, dans l'ancienne caserne Heinz, la caserne militaire. Cette caserne actuellement a été reconvertie en musée, c'est géré par le musée royal de l'armée. Et en même temps, on a un centre de restauration pour les véhicules militaires. Donc. Vous pouvez nous raconter l'anecdote du général Macauliffe, tout simplement aussi, parce que celle-là est connue pour oui, la donc bataille de Bastogne. Bien sûr, c'est donc les Allemands, voilà, à partir d'un certain moment, ont envoyé des émissaires pour demander la reddition de la ville. Les Américains ont reçu naturellement ces émissaires. Et lorsqu'on annonce au général Macauliffe que voilà, les Allemands demandent la reddition, etc., lui se dit « Ah, oh, notes, oh mince, qu'est-ce qu'on va encore faire de ça, encore un problème supplémentaire, etc. » Et dans cet ordre d'esprit, je veux dire. Et puis bon, voilà, il discute un petit peu, et puis bon, qu'est-ce qu'on va répondre finalement? Et alors, un de ses officiers lui dit tout simplement, bah, écoutez, vous avez trouvé une bonne réponse, vous l'avez dit il y a quelque temps, notes. Il se dit, bah ok, il a signé notes. Et bon, voilà, ils ont renvoyé cela aux émissaires allemands, qui ne comprenaient pas grand-chose, puisque bon, c'est le fameux jargon américain. Et bon, on refait comprendre en quelques mots que voilà, ça voulait dire, ben, aller au diable. Pas question. Voilà. Donc suite à cela, ben, voilà, c'est un épisode qui est devenu... Mais c'est resté parce que si je ne me trompe pas, il y a des restaurants ou des cafés qui s'appellent comme ça. C'est ça, voilà, il faut inviter les gens à aller se promener aussi. Oui, effectivement. Voilà. Dès la fin 1945, on commence à surnommer Bastogne The Nut City, ce qui a bien fait rire naturellement les touristes américains qui revenaient. Et alors, il y a aussi je veux dire, l'histoire, parfois les coïncidences font des choses. L'histoire, c'est combiné à la tradition, puisque avant la guerre à Bastogne, il y avait déjà une traditionnelle foire aux noix qui avait lieu au mois de décembre. Je ne sais plus exactement si c'était au mois de décembre, mais une fameuse foire aux noix durant laquelle c'était toute une tradition, mais les personnes qui étaient employées dans les fermes, etc., renouvelaient d'une certaine manière leur contrat. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Et donc cette tradition de la foire aux noix a été reprise après la guerre et combinée à la fois dans le cadre des commémorations et du fameux Nuts de Macauliffe. Et donc chaque année, actuellement, deuxième week-end de décembre, on accueille donc la fameuse foire aux noix avec toutes ces activités qui ont lieu, avec le jet de noix depuis le parvis de l'hôtel de ville, puis le balcon de l'hôtel de ville et toutes les activités qui sont derrière. Il y a une marche du périmètre, il y a des défilés de véhicules militaires, il y a des expositions. Enfin, voilà. Ici, dans le cadre du 70e anniversaire, naturellement, on va véritablement mettre les bouchées doubles, hein, puisque c'est un événement tout à fait unique que nous allons vivre. Et donc, il va y avoir notamment une exposition qui va prendre place dans le centre-ville, exposition qui va être dédiée en fait à 5 militaires américains qui venaient d'une université au Texas, l'université de Texas A&M. Et donc, ces 5 militaires ont suivi leur parcours depuis les années 30 jusqu'à la fin de la guerre et comment, après la guerre, est-ce qu'ils ont, quelle était la fin de leur vie, quoi. Et donc, parmi ceux-ci, il y a par exemple le colonel Roeder, donc, qui a pris la pointe du Hoc avec son bataillon de Rangers le 6 juin 1944 en Normandie. Et il y a d'autres je vais dire, personnages un petit peu moins connus, mais qui ont une carrière tout à fait honorable au sein de l'armée américaine. Et donc, certains d'entre eux sont passés naturellement par l'Ardenne. Et on peut suivre donc leur parcours depuis le début jusqu'à la fin.
et leur bataille des Ardennes aussi en quelque sorte, quoi. Ça sera à partir de quand par ici? Mois de décembre? Ce sera donc à partir du 13 décembre. D'accord. Donc durant le week-end du Nuts, l'ouverture de cette exposition est prévue et se poursuivra dans les mois à venir naturellement. Voilà. On a parlé de l'aspect militaire. Si je ne me trompe pas, c'est près de 77 000 soldats alliés qui sont morts dans la bataille des Ardennes. Si oui, je pense que ça doit être aux environs de 70 000, je ne sais plus exactement. Ouais. Mais ce que je trouve important, c'est l'aspect aussi civil, parce que vous en avez consacré une partie, et si vous voulez bien, on va terminer sur ça, parce que c'est très émouvant en plus. Donc si vous voulez bien, on va découvrir ensemble cette partie. Là, on est presque à la fin de la visite du musée. Et je vous le dis, c'est vraiment un endroit impressionnant et émouvant. Vous pouvez nous dire ce qu'on découvre dans cette dernière salle? Donc ici, en fait, c'est une salle qui est, je veux dire, dédiée voilà, au bilan humain, naturellement, de la bataille des Ardennes, sous-entendu de la guerre en général. Et donc, on a reconstitué un cimetière qui se trouve ici derrière moi, avec donc les tombes à la fois de civils, de militaires américains, mais aussi de militaires allemands. Alors les noms qui sont gravés sur ces tombes sont des personnes qui ont bien perdu la vie en Ardennes en 1945. Et alors on a su reconstituer une partie de leur histoire. Donc on a notamment des images personnelles de ces personnes qui défilent. Et donc voilà, ça permet aux visiteurs de se rendre compte que sur les nombreuses pertes, les milliers de personnes qui ont laissé leur vie ici, et bien que derrière ce chiffre se cache une histoire personnelle, une vie, et donc voilà, ça permet aussi aux gens, on l'espère, peut-être de se rendre compte véritablement des horreurs de la guerre en général, et de cette façon pouvoir sensibiliser les gens, naturellement, informer avant tout, mais bon, je veux dire, voilà, c'est toujours bien de pouvoir prendre conscience des conséquences les plus néfastes que peuvent engendrer un tel conflit. Et de mettre des images comme celle-ci, je le dis quand même, moi ça m'a ému, c'est les photos des enfants par exemple, des choses comme ça, ou de voir des témoignages vidéo où on explique des exécutions sommaires et comment ces personnes ont réussi à s'en sortir. Ça doit vous prendre à la gorge aussi, non? Je ne sais pas, quand on crée une scénographie comme ça, on sait ce qu'on veut faire aussi, finalement, c'est faire réfléchir aussi. C'est vrai que certaines histoires sont tout à fait, je veux dire, inédites et exceptionnelles, et c'est ça qui fait leur force de caractère, et je pense que c'est très important de le mettre en avant, puisque c'est probablement ces histoires qui peuvent toucher les gens. On a par exemple dans le troisième spectacle ici, donc qui nous plonge vraiment au cœur de la bataille aux côtés des civils, aux côtés des trois personnages notamment, des quatre personnages. On a la reconstitution d'une cave, et en même temps on nous cite le texte qui a été retrouvé sur un tableau d'une école à Champs, donc un petit village tout près de Bastogne ici, qui était écrit en allemand et qui expliquait que voilà, en quelques lignes globalement, que voilà, la guerre est quelque chose de totalement horrible. Comment peut-on ravir, je veux dire, prendre une femme à son mari, un père à ses enfants, un frère à sa famille, puisse le monde ne plus jamais revoir d'horreur comme celle-ci, et de la souffrance renaîtra peut-être sur les cendres un monde avec une universelle, et la fraternité universelle ressortira peut-être de là. Et c'est signé un officier allemand. Et donc ce texte a été retrouvé, je veux dire, pendant la bataille des Ardennes, à la libération du village, écrit tel quel sur le tableau. Ça, je crois que c'est quelque chose vraiment de très prenant. Et donc, voilà, on le présente ici dans la Scénovision, lu ici en question par notre jeune institutrice. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de documents qui ne peuvent pas passer, selon moi, dans les oubliettes de l'histoire. Et de maintenir l'équilibre entre l'aspect militaire et civil, vous y teniez aussi justement dans le musée? Oui, absolument, puisque bon, au cours des guerres, on a souvent mis l'aspect, les projecteurs sur les combattants, puisque ce sont eux qui sont les acteurs principaux, je vais dire, d'une certaine façon, ceux qui sont en première ligne. Maintenant, mais il n'y avait pas que les combattants, naturellement. Tous ceux qui se trouvent sur le champ de bataille sont aussi des civils, et les pertes, les troubles psychologiques sont d'autant plus marquants chez les civils que chez les combattants. Et je crois qu'à l'époque actuelle, on ne peut plus négliger
toutes les pertes qui ont eu lieu et toutes les souffrances que les civils ont également endurées. Une des choses particulières ici, dans le centre de mémoire qu'on a mis en place ici, c'est le fait qu'on aborde aussi tout ce qui est plutôt l'après-bataille. Donc, c'est-à-dire qu'on parle souvent des combats en tant que tels, mais que se passe-t-il après, une fois que les armées sont parties? Et bien donc là, on parle un peu de la reconstruction, comment est-ce que cela a fonctionné, comment est-ce qu'on a pu procéder. On parle du déminage, on parle du bilan humain tel que je le disais, du sort des populations, plus spécialement ardennaises, mais dans un contexte plus large, le sort des populations allemandes par exemple. Donc voilà, chose dont on parlait peu, je veux dire, auparavant. On parle naturellement de la découverte des camps de concentration, tout ce qui s'ensuit également après cette bataille des Ardennes au niveau international pour découler jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à la création de l'ONU, jusqu'au conflit suivant, la guerre froide, je veux dire. Donc, voilà. Voilà. Si vous voulez bien, on va juste terminer sur l'extérieur parce qu'il y a un autre monument qu'on peut découvrir en sortant du musée et je vous laisserai nous en dire quelques mots. Mathieu, cette fois-ci, on est sur l'extérieur du musée. Qu'est-ce qu'on découvre derrière? Parce que là aussi, c'est toujours un site historique, site militaire, on va dire aussi. Oui, donc en fait, le mémorial de Mardasson qui se trouve ici derrière, c'est un monument qui a été implanté, qui a été inauguré dès 1950, qui est beaucoup plus âgé que le centre de mémoire à côté, même que le musée qui a été inauguré quelques années plus tard. Et donc ce monument rend hommage aux victimes, aux troupes américaines qui ont pris part à la bataille des Ardennes. Il faut savoir que dès 1946, il y a une première plaque qui est inaugurée sur le site même ici du Mardasson. Et donc ce fut une cérémonie tout à fait symbolique dans le sens où on a pris une partie de la terre de la colline ici du Mardasson, on l'a placé dans un coffret scellé, coffret en ébène qu'on a expédié aux USA. Il a été réceptionné à l'époque par le président Truman et donc voilà, ceci fut encadré dans une fameuse cérémonie, etc. Ensuite, on a mis en place donc le fameux mémorial ici. Le grand mémorial donc, qui est en forme d'étoile, qui reprend l'histoire de la bataille des Ardennes, qui reprend les symboles de toutes les unités de l'armée américaine qui se sont battues ici, ainsi que les différents États. Alors, chose aussi, je veux dire, tout à fait unique pour ce mémorial, c'est qu'en dessous, au départ, dans le projet initial, il ne devait pas y avoir d'autres structures attachées à ce mémorial, mais les veuves de guerre américaines ont désiré donc avoir un lieu de recueillement pour pouvoir revenir ici et donc rendre hommage à leurs époux qui ont perdu la vie sur les terres ardennaises. Et donc une chapelle a été mise en place en dessous du mémorial. Et donc cette chapelle a été décorée par Fernand Léger, donc, qui est donc un artiste assez important dans l'histoire du XXe siècle. Et donc on peut toujours voir actuellement son œuvre. La chapelle est je vais dire, accessible tous les jours en même temps que le musée. Et donc voilà, on peut monter au-dessus aussi du mémorial où là on a une vision de l'ensemble du champ de bataille de Bastogne avec des petits panneaux didactiques. Et on voit bien, comme vous l'expliquez, les troupes allemandes qui avaient vraiment cerné Bastogne du coup, parce que sur les plans sont dessinés où se trouvaient les troupes allemandes. Et ici même, pendant l'offensive des Ardennes, sur le site où nous sommes, je veux dire, il n'y a pas eu de charge particulière ni quoi que ce soit. C'était un site qui était principalement, je veux dire, desservi par l'artillerie américaine qui se trouvait un petit peu dans le fond. Et voilà, mais bon, c'était dans une partie tout à fait... on était dans la zone qui était encerclée ici même. Et quand on se déplace un peu plus loin, donc c'est-à-dire à 3-4 km d'ici, là on peut encore voir des trous de fusillés, les fameux foxholes. On peut voir le bois de la paix, donc c'est un bois qui a été planté par des vétérans dans le cadre du 50e anniversaire. Et donc quand on le voit du ciel, ça représente symbole de l'UNICEF. Et donc, outre le bois de la paix, les foxholes, quand on continue un peu plus loin, on arrive au village de Foix, qui a été rendu célèbre notamment par la fameuse série des frères d'armes de Tom Hanks et Steven Spielberg. Et alors à Foix, lorsqu'on traverse la route, là, dans le village juste à côté à Recogne, on a un cimetière militaire allemand, où il y a encore, je veux dire, des milliers de dépouilles de soldats allemands qui ont perdu la vie ici il y a
près de 70 ans. Voilà, auparavant, juste en face du cimetière allemand, il y avait également un cimetière américain, mais il a été déplacé quelques années après la guerre, en 1947 de mémoire, pour être réparti dans d'autres cimetières, que ce soit à Henri-Chapelle, donc dans la région de Verviers, etc., ou encore Neuville-en-Condroz, à Ham, au Grand-Duché de Luxembourg, où le général Patton est enterré. Donc voilà, dans d'autres cimetières plus importants qui avaient été implantés à l'époque à ces endroits. Mathieu, on vous remercie vraiment de votre accueil parce que c'est vraiment, il faut venir pour découvrir tout simplement. Petit détail, simplement les heures d'ouverture, les jours d'ouverture, comment ça se passe? Et le musée est ouvert tous les jours, sauf le lundi, en dehors des congés scolaires et des vacances scolaires. En juillet, août et décembre, c'est ouvert là systématiquement tous les jours, lundi y compris. Et donc c'est de 10h à 18h et de 10h à 19h en été.